Bien, chers collègues, merci d'avoir rejoint vos places. Ceux qui sont au fond peuvent naturellement se rapprocher s'ils le souhaitent. Je me permets, monsieur le député, monsieur le ministre, au nom de Françoise Gatel et de l'ensemble des commissaires des deux commissions, la commission des lois et la délégation aux collectivités territoriales, de vous accueillir cet après-midi. Nous sommes un peu en retard, ce qui nécessite évidemment de vous prier de bien vouloir nous excuser. Cette audition s'inscrit dans le cadre d'un travail des commissions des lois et de la délégation pour parler du sujet qui, évidemment, passionne le Sénat, la décentralisation. Nous sommes dans le cadre d'une audition ouverte, je l'indique, à la presse et retransmise en direct sur le site Internet du Sénat. Je rappelle simplement qu'il y a presque un an, le 6 juillet 2023, se concluaient les travaux du groupe de travail sur la décentralisation qui était présidé par Gérard Larcher, président du Sénat, et composé d'ailleurs, j'insiste là-dessus, de représentants de tous les groupes politiques de notre institution. Et la publication du rapport a formulé 15 propositions que nous jugeons ambitieuses, naturellement, pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'action, leur pouvoir d'agir. Dans ce contexte caractérisé par des libertés locales de plus en plus, on peut dire atrophiées, ou parfois même le désengagement de l'État et un système de financement des collectivités territoriales qui nous semble à bout de souffle, il est apparu urgent d'agir pour redonner des marges de manœuvre concrètes à l'ensemble des élus locaux qui font tous aujourd'hui état, et disons-le, je crois, quelles que soient les convictions personnelles des uns et des autres, d'une situation de lassitude face à cette forme de recentralisation qui se met en place. Donc il est plus que jamais nécessaire, bien sûr, de relancer rapidement ce processus de décentralisation. Je ne vais pas être trop long, simplement pour rappeler que le président de la République vous a confié, esqualité, une mission de façon à probablement orienter ses choix, et que vous aviez donc la mission d'établir un rapport, que ce rapport vous l'avez rendu, vous l'avez remis au président de la République récemment. Il fait un certain nombre de propositions, de constats et de propositions, et c'est bien dans cet esprit que nous accueillons cet après-midi, à la fois pour nous présenter ce travail et puis répondre aux questions des collègues. Mais avant de vous donner la parole, monsieur le ministre, je vais donner la parole à la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, madame Françoise Gatel. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le ministre, cher Éric Woerth. Alors, la délégation aux collectivités avait eu la chance de vous auditionner le 8 février dernier, au moment même où vous démarriez vos travaux. Et je crois que cet échange avait été extrêmement apprécié. Vous aviez vu une tendance sénatoriale, si je puis dire, se dégager, tendance sénatoriale que nous avons eue avec Mathieu Darnaud, l'occasion d'approfondir longuement avec vous, puisque le président du Sénat nous avait désignés pour être en quelque sorte les référents du Sénat. Et vraiment, je tiens à vous remercier de nos nombreux échanges, de leur qualité, de la liberté de ton qui fut la nôtre. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir pour échanger sur ce rapport que vous avez appelé « Décentralisation, le temps de la confiance ». On dirait un titre sénatorial, si je puis dire, puisque ici, dans cette maison, vous le savez parfaitement, nous ne cessons de plaider sans relâche en avocat convaincu pour valoriser l'intelligence territoriale. Alors, la couverture est prometteuse, la une est prometteuse, monsieur le ministre. Nous avons lu avec intérêt votre rapport et nous sommes en quelque sorte aujourd'hui réunis pour exercer un droit de réponse ou un droit de question, si je puis dire. Donc, naturellement, vous nous présenterez vos 51 propositions et les collègues auront certainement grand nombre de questions. Moi, j'aurais commencé par ce que j'appelle les bonnes nouvelles, puisque nous retrouvons dans votre rapport plusieurs points d'attention sénatoriaux qui ont été travaillés depuis fort longtemps avec insistance. D'abord, le renforcement de l'État territorial. Je crois que nous partageons ce constat qu'il faut rapprocher l'État des territoires et que l'État territorial, plus présent, plus accompagnateur que censeur ou contrôleur auprès des élus locaux, nous permettrait d'avoir une rapidité d'action, un pouvoir d'action et une confiance retrouvée. Donc nous y sommes très, très attentifs. Ensuite, vous avez évoqué quelque chose qui nous tient à cœur également,
c'est l'importance de doter les collectivités d'un réel pouvoir réglementaire autonome pour pouvoir, dans un esprit de subsidiarité, adapter les choses aux réalités et permettre de construire des réponses très intéressantes. Ensuite, vous avez dans votre rapport un point sur les élus locaux dont vous reconnaissez le rôle d'inventeur de solutions. Ici, on dit souvent inventeur de possibles. Cela nous est très cher et vous appelez un véritable statut pour faire vivre la démocratie locale. Alors la rumeur est certainement, enfin elle est arrivée jusqu'à vous, puisque vous savez qu'au Sénat, une proposition de loi sur le statut de l'élu a été votée à l'unanimité. Donc le Sénat a apporté sa contribution à l'accélération de la mise en œuvre de vos propositions. Vous évoquez aussi la réforme des scrutins. C'est un sujet auquel le Sénat s'intéresse également. Alors après, je parlerai peut-être des sujets sur lesquels j'ai pour ma part quelques questions, interrogations. Je trouve la différenciation territoriale à laquelle nous sommes très attachés figure avec une très grande discrétion dans le rapport, Monsieur le ministre. Nous pensons que la différenciation, elle garantit la réponse adaptée, la solution à mettre en œuvre dans des territoires divers et variés, dans le cadre d'une République une et indivisible. Et nous avons, dans vos propositions, retrouvé en quelque sorte des points de vue conformes à ceux du Sénat, puisque vous le savez aussi, le Sénat est souvent pionnier dans les sujets, s'appuyant sur ses travaux et le président Buffet, Mathieu Larnaud, moi-même et François Husson, nous avons déposé à la fin mars 3 propositions de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, dont une proposition de loi constitutionnelle pour modifier, entre autres, l'article 72. Alors, j'ai été aussi attentive, et j'en terminerai par là, Monsieur le ministre, aux réactions nombreuses des associations d'élus à votre rapport. Sans doute est-il de grande qualité, parce qu'il a suscité de l'intérêt, il a éveillé quelques humeurs, voilà, mais c'est ainsi. Alors, j'en citerai quelques-unes, et je prendrai chaque niveau de collectivité, comme ça, personne ne sera oublié. L'Association des maires de France, qui ne semble pas partager votre avis sur le nouvel observatoire des finances publiques locales, puisque l'AMF a émis ou a répété son souhait de voir le CFL présidé par un élu local. Au Sénat, nous avons eu des propositions sur le sujet. L'Association des départements de France, je prends peut-être le point qui m'a le plus marqué, qui est opposé à la suppression des DMTO. Quand vous évoquez, je ne donnerai pas mon avis sur ceci, je vais le donner quand même, je vais dire, voilà, à raison, le fait qu'il doit y avoir une corrélation entre la compétence et la source de financement. Mais j'ai bien compris que les départements ne partageaient pas cet avis, entre autres. Et puis, un dernier point sur les régions, puisque vous, naturellement, vous ressuscitez le conseiller territorial. Comment ? Enfin, il n'était jamais complètement... Bref, il ressuscite le conseiller territorial. Enfin, on en reparle. Et donc, moi, j'ai entendu quelques observations de la part de régions, une observation que je trouvais pertinente sur le mode d'élection que votre rapport propose, en disant que le mode d'élection que vous proposez peut affaiblir une majorité régionale, parce qu'elle ne sera pas élue sur un scrutin de liste avec un projet extrêmement fort. Je ne vous ai pas tout dit de mes questions d'interrogation, mais vous allez y répondre avant. Et puis je veux surtout laisser la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la délégation aux collectivités locales. Bonjour à toutes et à tous. Un mot, alors je pourrais être très long sur ce rapport, mais j'imagine qu'il faut quand même laisser grande place aux questions, donc je le résumerai assez rapidement. Peut-être sur le contexte, nous avons, et j'ai procédé à beaucoup d'entretiens
vraiment beaucoup, je crois. Et de toute façon, il y a la liste et il y en a eu en réalité même plus que cela, donc pour essayer de comprendre. Mais ce rapport n'est pas... je fais très peu part au diagnostic, parce que sinon vous augmentez les choses, et j'ai essayé de concentrer sur vraiment des propositions, aller au-delà de renforcer, soutenir, améliorer, aller dire comment on améliore. Un schéma financier, on ne peut pas dire qu'il faut plus de stabilité, plus de visibilité, plus de ci, plus de ça. Il faut dire à partir de quoi. C'est un peu plus difficile. Après, la volonté était d'être très réaliste dans les conclusions, de ne pas chercher à personnaliser les choses non plus, ni à politiser trop les choses, parce qu'on sait bien que tout ça varie beaucoup, mais essayer de conserver un cadre qui pourrait s'appliquer à notre pays dans un acte de décentralisation supplémentaire. Je n'ai pas cherché à réinventer des impôts nouveaux. Ça m'avait été plusieurs fois reproché, ou il y a des associations d'élus qui souhaitaient qu'il y ait des impositions nouvelles. J'ai considéré qu'à partir du moment où le président de la République avait souhaité la suppression de la taxe d'habitation, le débat était au fond clos là-dessus, que je n'allais pas réouvrir ce débat. Et en tout cas, j'ai commencé ce travail avec ce type de principe. Il y a un autre principe qui m'a dirigé dès le début, c'est pas de suppression de strates, parce que je considérais qu'une suppression de strates était quasiment irréaliste. D'abord, il fallait dire laquelle. Les grandes régions ont changé la donne, et que dans la plupart des pays européens, il y a bien 3 strates. Nous en avons une 4e si on considère que les intercommunalités sont une strate de collectivité locale. Mais c'est dû à une chose, c'est dû au nombre de communes. Il y a beaucoup de communes, beaucoup plus que dans d'autres pays, donc il y a des intercommunalités. Alors on pousse à ce qu'il y ait plus de communes nouvelles, mais évidemment tout ça c'est du volontariat, et bien entendu ça n'aura que peu d'impact sur le nombre elle-même de communes. J'imagine que toutes les communes ne vont pas se précipiter pour fusionner, même si c'est sans doute nécessaire. Et puis il n'y avait pas d'entrée non plus par les coûts. Il y a évidemment aucune collectivité n'est hors sol. Si la France va mal, il est logique que les recettes fléchissent dans les collectivités également, et que chacun prenne la part du fardeau, mais que l'État étant unitaire et la décentralisation étant une conséquence de cet État unitaire, bien sûr l'État vient au secours des collectivités, il l'a fait au moment notamment du Covid, mais que personne n'est totalement hors sol. Il ne peut pas y avoir des lieux privilégiés quand l'économie tourne mal et que les ressources s'amenuisent. Ça, c'était un peu les principes. Une ambition puissante, c'est-à-dire ne pas chercher à faire uniquement des mesures d'adaptation, mais à ne pas hésiter lorsqu'on considère que le diagnostic n'est pas bon. Par exemple, sur les DMTO, voilà, en disant c'est pas possible, on peut plus, les DMTO ne financent plus les politiques sociales. Enfin, j'ai vu beaucoup de présidents de départements dans un état d'inquiétude extrêmement élevé sur la volatilité de cette ressource, et je comprends bien que par rapport à des dépenses qui augmentent, notamment des dépenses sociales, tout ça devait avoir des réponses fortes et pas uniquement des pourcentages de TVA en plus ou en moins, sans vision générale. Donc de l'ambition, mais aussi un grand réalisme. Mon sujet était de poser la question de savoir si on peut avoir des débats raisonnables là-dessus, évidemment des confrontations, sinon ça n'a pas d'intérêt, des confrontations d'opinion sur ce que pourrait être une vision d'une décentralisation peut-être plus pacifié vis-à-vis de l'État dit central, chacun se renvoyant systématiquement la balle sur parfois de vraies polémiques, mais parfois sur de très fausses polémiques. Ce rapport, quel est son statut? Il n'a pas changé. C'est un rapport qui est mis sur la table par le gouvernement. Je crois que le Premier ministre de tout à l'heure, c'est cela, aux questions d'actualité au Sénat, en tout cas il l'a fait à l'Assemblée nationale, a précisé cela, ce qui était la base d'ailleurs de la commande du président de la République, c'est-à-dire qu'il entre dans l'univers gouvernemental, il est mis sur la table par le gouvernement,
et il vient être le socle d'une concertation menée par le Premier ministre avec les associations d'élus, avec les parlementaires, avec les partis politiques qui ont aussi envie de donner une opinion. Et une fois cette concertation lancée, animée par le Premier ministre, il y a évidemment après des ministres en charge des différents sujets qui sont à l'intérieur du rapport qui poursuivent cette concertation pour aboutir à des projets ou propositions de loi. Le rapport, il essaye de faire une clarification des compétences. Alors, tout le monde fait de la clarification des compétences depuis toujours. J'ai toujours entendu cela. Je pense qu'il fallait aller encore plus loin, sans doute, là-dessus. Et d'une manière générale, d'ailleurs, je n'ai pas cherché à refaire des travaux qui avaient été faits. François Noël a cité des rapports du Sénat, encore récemment sur même des propositions de loi du Sénat sur le statut de l'élu. On a à peu près lu tout ce qu'il y avait comme rapport sérieux et solide sur les quelques dernières années. Et évidemment, on n'a pas cherché à refaire ce travail. On a regardé, essayé de comprendre. Donc on est parti sur un travail déjà extrêmement fourni, mais de la part des associations d'élus aussi, qui ont toutes sorti beaucoup de documentation. Il y a aussi des universitaires qui ont sorti beaucoup de documentation. Donc loin de nous de se dire on part de zéro, il y a des travaux qui ont été faits, il faut, et par principe, les utiliser, on gagnera du temps. Sur la différenciation, pour répondre à Françoise Gatel, sur la différenciation, elle est un peu partout dans le rapport. Les collectivités doivent faire le job qui leur est confié au fond par l'État, c'est ça la base d'un État unitaire, mais elle doit donner, à partir du moment où elle décide de déléguer d'une certaine manière des compétences à des collectivités, elles doivent avoir les moyens de les remplir. Si elles n'ont pas les moyens de les remplir, si elles n'ont pas les financements pour le faire, peut-être une gestion des ressources humaines plus proche de ce qu'elle devrait être, et puis un pouvoir réglementaire réel, et pas un pouvoir réglementaire au fond un peu factice, ça ne sert pas à grand-chose de gérer des compétences et on se retrouve plusieurs à le faire. Si les collectivités peuvent également tout faire parce qu'elles considèrent que leur voisin ne le fait pas, mais ce n'est pas tout à fait ça. Le département ne vient pas en recours d'une région dont elle considérerait qu'elle n'exerce pas les pouvoirs qu'elle a dans le domaine du développement économique. Il faut, à ce moment-là, simplement que l'électeur, à un moment donné, se saisisse des choses, puisqu'il y a des élections, par principe, sur ces différents points. Donc la suppression des strates, non, mais une organisation des strates plus importante. Donc je pourrais notamment vous donner l'exemple des collectivités, la collectivité départementale, notamment sur le social, puisque c'est beaucoup d'argent, c'est probablement ce qui est le plus lourd en termes financiers. La demande des départements était de dire on est au bout, on est à bout de souffle, on ne peut plus aider les collectivités par l'aide aux collectivités parce qu'on n'a plus d'argent et tout l'argent qu'on doit mettre, on doit mettre dans du social. C'est l'État qui décide des règles sociales, qui décide des prestations, c'est l'État qui décide quasiment au-delà des prestations de l'organisation des choses. Il n'y a pas de financement et ce financement, il s'est fait au fur et à mesure du temps. On a bénéficié d'une dynamique, on n'en bénéficie plus, on n'y arrive pas. Donc on a essayé de répondre à cela en donnant deux options. C'est une des rares parties où il y a deux options. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes propres convictions, j'ai laissé les choses ouvertes. La première des convictions, c'est de dire il faut sans doute créer, alors c'est plus technique que je comprends bien que ce n'est pas un sujet qu'on va expliquer au journal de 20h de TF1, mais c'est de dire il faut créer un établissement public, un peu comme le SDIS, c'est-à-dire bien détourer cette compétence fondamentale dans laquelle il y a à la fois des prestations et à la fois de l'accompagnement sur ces prestations. La détourer avec un département restant président de cet établissement public local et une dotation de solidarité versée par l'État dans le cadre d'un dialogue avec le préfet qui doit pouvoir fixer un certain nombre d'objectifs dans ces politiques, le nombre d'insertions, le nombre de mineurs en foyer, enfin, que sais-je, et là adapté, différencié par département, totalement différencié par département. Où il y a une deuxième option qui est de dire ça marche pas, notamment sur le domaine de l'enfance, c'est très difficile, c'est une compétence très difficile à exercer.
complexe et d'un commun accord, on considère qu'il faut une recentralisation des choses. Il y aura un débat là-dessus et nul doute que des décisions seront prises. La différenciation, c'est aussi le pouvoir réglementaire. Sur la notion de chef de file, qui est une notion qui existe déjà, elle est presque vide de substance. Tout le monde est plus ou moins chef de file dans la file. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. On a essayé de donner à ce chef de file-là un contenu. Ce contenu, il est double. D'abord, la détention du pouvoir réglementaire par le chef de file. Et deuxième point, la capacité par le chef de file d'organiser les tours de table. Car le jardin à la française, c'est très joli, mais ça ne marche pas dans le domaine des collectivités. On a besoin parfois de financement croisé. Il faut les décroiser lorsque c'est possible, mais on a besoin de financement croisé, bref, d'accumulation, d'ajout, d'addition de financement, parce que pour un certain nombre, notamment de grandes infrastructures, c'est impossible de faire autrement, mais on doit en déterminer le contenu. Et c'est au fond au chef de file de le dire. Et tout ça nécessite des modifications constitutionnelles. Pour que ce soit un vrai pouvoir réglementaire, il faut que ce pouvoir réglementaire s'exerce en lien et à côté du pouvoir réglementaire, notamment du Premier ministre, ce qui aujourd'hui est assez complexe, puisque celui des collectivités vient plutôt après. Même chose pour le chef de file. Si vous avez un vrai chef de file, à un moment donné, le Conseil constitutionnel, et d'ailleurs il l'a déjà dit, considère que c'est un pouvoir de tutelle, et comme vous le savez mieux que quiconque, il n'y a pas de tutelle entre les collectivités locales. Donc ça nécessite, non pas de créer de la tutelle, mais créer au moins une coordination. Qui dit un nombre de strates, dit obligatoirement coordination et outils de coordination. La différenciation, la loi 3DS, ça s'appelle différenciation d'ailleurs, donne beaucoup d'outils. On y revient à plusieurs reprises pour dire utilisez-les. Ils doivent pouvoir être utiles. Donc il y a une répartition des compétences. On pourra y revenir peut-être au travers de vos questions, qui est, je pense, organisé de façon assez rationnelle et je pense, utile. On essaye de dire, derrière cette répartition précise de compétences, on essaye de dire, au fond, qui doit faire quoi? Quel est l'objet? Pourquoi il y a une strate? Pourquoi je suis là? La commune, c'est évident. Pour des raisons d'ultra-proximité, l'intercommunalité, c'est évident. Il y a beaucoup de communes. Il faut un peu se rassembler et on en a besoin sur le plan des moyens, mais aussi pour avoir une vision d'un territoire de vie, du premier territoire de vie. Le département, il a retrouvé toute son efficacité à partir du moment où il y a de très grandes régions très éloignées. Et le département, on a indiqué que c'était évidemment la collectivité des solidarités, mais également celle de ce qu'on a appelé la résilience territoriale, c'est-à-dire la capacité d'abord à créer de la convergence sur un certain nombre de sujets, d'occuper un rôle important dans des infrastructures du type route, les réseaux, donc les routes, alors que les régions ne sont pas saisies de cela. Et puis tout ce qui concerne l'eau, par exemple, on voit bien qu'il ne faut pas revenir sur la loi pour les EPCI en 2026, si on n'y revient pas, mais on voit bien que dans un certain nombre de cas, on a besoin d'afficher des convergences. Comment ? Réflexe sénatorial quand on parle de l'eau et de l'assainissement. Oui, je sais que c'est un sujet qui n'intéresse personne. Donc, l'eau, le département est une bonne taille pour essayer de mettre un peu de convergence, un peu d'homogénéité, de prévoir un certain nombre d'infrastructures qui dépassent le niveau d'une intercommunalité. Enfin bref, de venir en secours des intercommunalités derrière pour essayer de donner un peu de coordination. La GEMAPI, les inondations, tout ce qui concerne les risques, le fait de pouvoir être l'échelon principal de réponse aux risques climatiques. Le feu, c'est le SDIS, l'argile, les réfractions de terre, mais aussi les inondations. Il est assez logique de se dire que les inondations ne se font pas au niveau nécessairement des frontières des EPCI et qu'on a besoin également d'infrastructures pour prévenir tout cela et que le département peut parfaitement bien remplir ce rôle. Bref, il y a une administration solide dans les départements, il y a une histoire solide et il faut donc profiter de cette solidité pour donner des compétences très, très sérieuses supplémentaires au département. Enfin, les régions, on voit bien que s'il y a des grandes régions, ce n'est pas pour faire de la proximité. Si la région, elle verse 1 000 € de subvention à telle association, 500 € à l'autre, 2 000 à la troisième, c'est très, très, très bien pour ces associations-là, mais enfin, on a quand même des communes, de l'intercommunalité et des départements pour le faire.
Peut-être que ça suffit. Les régions, si elles sont grandes, elles ont été créées pour justement utiliser cet effet de taille au maximum. C'est évidemment la planification, mais active. Pas uniquement de faire un SRADET et puis après de dire faites comme vous voulez. Pas uniquement de faire des COP régionales, mais il faut suivre tout cela, se donner les moyens, d'où l'idée de chef de file, se donner les moyens derrière de suivre ces politiques qui ont été planifiées. C'est vrai pour le développement économique en lien avec l'État, pour les très grands projets, mais ça doit être vrai également en relation avec les intercommunalités. C'est ce qui se fait au fond déjà sur la pratique notamment du foncier économique, etc., etc. Les grandes infrastructures, les ports, un certain nombre de ports, un certain nombre d'aéroports doivent dépendre des régions parce que ce sont des infrastructures structurantes de territoires, de grands territoires. Derrière tout cela, on essaye d'avoir une vision un peu différente des schémas financiers. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des morceaux de TVA, ce qui fait que l'État doit percevoir moins de 50% aujourd'hui de la TVA, sans vraiment s'en apercevoir. C'est que ça s'est fait au fur et à mesure, suppression de la taxe d'habitation, suppression de ci ou de ça. La réponse a toujours été, on vous donne une part de TVA et de ça dynamique. Bon, il faut peut-être à un moment donné se dire, est-ce qu'il ne faut pas procéder autrement? On a eu une idée tout à fait simple, qui est de dire, il faut essayer de lier la ressource à la nature prépondérante de la charge. Pour les départements, c'est évidemment le social. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des budgets des départements. Bon, on a essayé de regarder comment, au travers d'une dotation de solidarité, parce que là, il y a un partage et un copartage de responsabilités avec l'État, donc c'est extrêmement important. Il y a une stabilité par principe, plus une gouvernance des finances locales, une gouvernance très approfondie dans le rapport. Et le deuxième point, c'est évidemment au travers de la CSG, qui est un impôt très large, alors moins que la CRDS, mais quand même un impôt extrêmement large et extrêmement stable. Et on supprime les DMTO, parce que les DMTO, d'abord les départements ont suffisamment expliqué que c'était une mauvaise ressource pour le financement des départements et que c'est une ressource foncière. Les DMTO eux-mêmes étant une fiscalité qui peut être contestable, mais moi je n'ai pas fait une réforme fiscale, mais on peut se poser la question évidemment, dans d'autres pays il n'existe pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, tant qu'ils existent en France, on les a rebasculés vers le bloc communal parce qu'on y concentre le foncier, que c'est bien naturel, puisque la proximité, elle est évidemment foncière. Et sur les régions, à la fois une moitié de la cotisation foncière des entreprises et à la fois une part d'impôt sur les sociétés, ce qui donne aux régions réellement des ressources liées à leur capacité à rendre plus dynamique sur le plan financier leur territoire. Donc on a également sur les régimes de dotation, on a modifié les règles de la DGF, en tout cas ce que devait faire le CFL et qui n'a pas voulu faire. Donc nous avons donné quelques grands principes qui pourraient présider une réforme approfondie de la DGF, notamment en mettant un peu une croix sur les références au passé. Il y a dans la DGF des références des années 70. On comprend que le maire confronté à cela, un jour il essayait de regarder et de comprendre, et comme il ne comprend pas, et c'est normal qu'il ne comprend pas, pour sa santé mentale je suis plutôt rassuré, il est extrêmement important qu'il referme le capot et regarde si c'est plus ou si c'est moins, mais il ne sait pas, sur quoi c'est fondé. Enfin, un dernier point, le poids réglementaire, je n'y reviens pas. Sur le statut de l'élu, je n'y reviens pas non plus, parce que on reprend beaucoup des propositions du Sénat et de l'Assemblée. On propose une grille d'indemnité précise en ce qui concerne les élus locaux. On propose sur le plan électoral de supprimer l'absence de cumul des mandats entre le mandat de parlementaire et le mandat de maire. On intègre la notion de PCI au calcul de chef d'exécutif de l'EPCI, ce qui semble-t-il est bien naturel dans le calcul du cumul des mandats. On ressuscite pas le conseiller territorial parce qu'il n'a jamais été vraiment enterré en fait. Il est resté dans le débat politique et il reprend l'air. La vérité c'est plus il y a de strates, plus il faut aussi agrafer ces strates, c'est-à-dire permettre une coordination entre celles-ci. On a pas mal de travail sur les contractualisations par exemple. Mais le conseiller territorial est au fond un lien
électoral qui permette au département et à la région, à un moment donné, d'avoir un même élu. Quand il est à la région, il est bien conseiller régional, il dépend bien d'une majorité régionale. Il y a bien une élection, on sait qui peut être président de région. Il y a un fléchage, certes, des binômes, mais rien n'empêche évidemment une campagne électorale autour de la totalité des fléchages, répondant à un chef de file politique. Et on le rend possible parce que la taille des régions rendait quasiment impossible les fonctionnements par liste, ce qui avait été la réforme Sarkozy. La taille des régions faisait parfois 600 personnes ou 650 conseillers régionaux, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Là, on a permis que ça fonctionne avec des tailles de conseils régionaux à peu près équivalents. Le conseil régional reste une collectivité locale, etc. etc. Il n'y a aucun problème et il y a plus de pouvoir qu'auparavant dans le rapport. Donc on est très clair là-dessus. Et dernier point, on évoque beaucoup aussi Lyon, Marseille et Paris, qui sont des cas extrêmement différents, mais comme on les lit au travers de PLM, donc à la fois sur le plan électoral et à la fois également sur des réformes. Alors c'est vrai qu'à Paris, on propose la suppression de la métropole du Grand Paris, une 5e strate qui n'a pas, me semble-t-il, parfaitement rempli sa tâche. C'est pas les élus qui la composent qui sont responsables, c'est que on a beaucoup changé d'opinion aussi sur ce que devait être cette strate. On n'abandonne pas pour autant l'idée d'un projet métropolitain. Il faut évidemment un projet métropolitain. Il faut y intégrer Saclay, il faut y intégrer des villes nouvelles, il faut y intégrer les 2 grands aéroports. Enfin, on a besoin de tout cela. Il y a des collectivités qui existent, qui peuvent jouer ce rôle et des établissements publics territoriaux qui peuvent être transformés en EPCI. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter parce que derrière, je serai évidemment trop long, mais je vous ai fait un descriptif assez large. Vous imaginez très très bien, parce que vous êtes les mieux placés, pour voir que tout ce que je dis peut provoquer pas mal d'heures de débat. Donc ce n'est pas tout à fait anodin. Bien, merci pour cette présentation. Alors, pour vous donner quand même un cadre horaire, je crois qu'on a jusqu'à 19h30. Mais voilà. Alors, M. Gillet a souhaité prendre la parole. Puis M. Vial. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci beaucoup, bien sûr, pour cet exposé et les éléments d'éclairage que vous avez pu commencer à apporter par rapport à ce rapport qui est effectivement très largement commenté. Évidemment, celui-ci a suscité un certain nombre de questions et d'interrogations. Vous les avez remarquées, bien évidemment, de la part des collectivités départementales, des collectivités régionales et de l'EMF. Et premièrement, il y a des enjeux, bien sûr, souvelés au travers des propositions que vous faites au niveau des évolutions des finances et de la fiscalité, avec, il nous semble, tout d'abord, un manque d'études d'impact qui permettrait d'avoir une forme de clarification sur les propositions que vous faites aujourd'hui pour en mesurer véritablement les conséquences. Mais derrière ces études d'impact, il y a aussi des questionnements assez forts sur notamment des fiscalités hyper réactives, et on pourrait citer les DMTO dans ce cas de figure, qui montrent qu'aujourd'hui, il faudrait mettre en place des dispositifs d'atténuation ou de péréquation qui permettraient d'éviter des crises entre guillemets fiscales qui provoquent aujourd'hui des situations particulièrement dommageables, comme un certain nombre de départements peuvent le vivre aujourd'hui. Bien sûr, concernant les réactions que l'on a pu entendre, il y a aujourd'hui des questionnements assez forts sur votre proposition de création d'un établissement public départemental des solidarités avec une gouvernance partagée entre le département, les services de l'État, les CAF, l'ARS, avec un budget non fongible, avec les politiques départementales et qui interroge fortement aujourd'hui la recentralisation de l'ASE, la recentralisation des EHPAD et puis la proposition que vous faites aussi sur le transfert des routes nationales avec la question des fonds inhérents, puisque ces politiques de transfert ont déjà très largement questionné ce sujet au travers des différents PLF. Donc si vous pourriez nous apporter des précisions sur votre vision de cet établissement public départemental des solidarités pour que nous puissions l'apprécier d'une manière plus globale. Sur le transfert des infrastructures,
Ce transfert pose aussi aujourd'hui la question des intermodalités, de leur mode d'organisation et notamment de leur planification et de leur réalisation, parce qu'on peut constater qu'aujourd'hui, entre les différentes compétences partagées sur ces sujets, on a encore un manque de lisibilité. Je ne reviendrai pas sur tout le débat au niveau du conseiller territorial, mais en citant quand même un élément qui est mis sur la table sur comment organiser la parité aux différents échelons si le conseiller territorial se met en place. Il y a une question là qui se pose et qui nous interroge effectivement aujourd'hui. Et puis pour terminer, vous avez abordé donc a priori le calendrier de travail, donc après une politique de concertation avec les représentations d'élus et de collectivités. Est-ce que vous avez des éléments plus précis? Parce que certaines de vos propositions nécessiteront de s'inscrire dans un calendrier plus précis pour qu'elles soient réalisées. Donc si vous pouvez nous apporter des précisions sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Cédric Vial, puis Monsieur Reichart, puis Monsieur Marc, puis Monsieur Blanc, merci, puis Monsieur Kerrouche. J'en ai d'autres encore. Allez, Monsieur Vial. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne voudrais pas porter d'appréciation générale sur le rapport, parce que mes collègues posent un certain nombre de questions, donc je vais me concentrer plutôt sur un point. Tout d'abord, en saluant l'intention qu'on retrouve dans ce rapport et sur le point que je vais dégager, mais je ne m'y retrouve pas complètement non plus, parce que je pense que vous êtes resté un peu au milieu du gué. Ce qu'on attendait c'est non seulement une clarification de certaines compétences, mais aussi une simplification dans l'organisation, et vous n'y arrivez pas toujours, voire même vous arrivez parfois à rendre un peu plus compliqué des fois cette organisation. Et puis l'action publique, elle doit aussi s'appuyer sur une légitimité démocratique et politique, et là aussi je pense que même si vous y répondez parfois, on aurait pu aller un peu plus loin. Je voudrais prendre un exemple et saluer votre démarche qui est de dire que le département doit devenir responsable des réseaux. Je pense que c'est une logique, réseau sec, réseau humide et voirie. Moi, je pense qu'il faudrait aller d'ailleurs plus loin. Je vais vous donner quelques exemples supplémentaires de ce qu'on pourrait faire pour lui donner une vraie compétence en termes d'aménagement du territoire et qui nous permettrait de simplifier les choses. Par exemple, je vais être un peu digressif, les SCOT. Aujourd'hui, les SCOT avaient été faits pour avoir une politique supra-communale. On est aujourd'hui de plus en plus dans des logiques qui sont intercommunales de SCOT, voire multicommunautaires. Pourquoi ne pas confier au département le fait de faire un schéma départemental, ce qui nous permettra de simplifier considérablement les choses et d'alléger d'un certain nombre de structures et d'avoir un pilotage départemental et de redonner du poids et de la légitimité aux conseillers départementaux. Deuxièmement, cette logique, elle va tout à fait avec ce que vous dites, la logique des réseaux. GEMAPI, je trouve que c'est une très bonne chose, je plaide pour ça depuis longtemps. On a une taxe, en face on doit avoir des élus et c'est à l'échelle départementale que c'est le plus pertinent par rapport à l'échelle intercommunale. Charge après au département de trouver une autre organisation, de redéléguer à un syndicat s'il le souhaite, mais c'est à lui d'avoir la main. Et ma proposition, elle était plutôt sur l'eau et sur l'assainissement. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut redonner un rôle à l'eau. Alors, je ne reviendrai pas sur la compétence. Vous avez tous compris la position du Sénat, vous la connaissez. On pense effectivement que la gestion doit être au niveau du bloc communal. Nous, on pense que c'est au bloc communal de décider si c'est la commune ou si c'est l'interco qui le fait. Et si vous n'étiez pas convaincu, je vous invite à venir en Haute-Maurienne. Et de bonne foi, je pense que vous ne pourriez pas maintenir votre position de dire que c'est toujours une bonne idée de transférer à l'intercommunalité. On pourrait en discuter. Mais par contre, sur le département, là aussi, qu'on donne un rôle au département, oui, mais pas un rôle supplémentaire intermédiaire. Moi, je propose que l'on supprime les agences de l'eau et qu'on donne la compétence des agences de l'eau au département. Que le département prélève la taxe, puisque c'est une taxe, une redevance que prélèvent les agences de l'eau, et qu'en face, il y a un contrôle démocratique à l'usage de cette taxe, c'est-à-dire les élus départementaux, et que ce soit les départements qui mettent en œuvre, vu qu'ils ont une vision d'aménagement du territoire et du réseau, qui mettent en œuvre les politiques en direction de l'eau directement avec le bloc communal, et ça nous permettrait de redonner un pouvoir fiscal au département sans créer une nouvelle taxe, de remettre un peu de légitimité démocratique derrière la gestion de cette taxe, parce qu'aujourd'hui, nous avons des directeurs d'agences de l'eau, des structures qui ne
qui font ce qu'elles veulent, qui rendent compte à on ne sait qui, en tous les cas, qui n'appliquent pas toujours les textes que le législateur a décidés, parce qu'ils ont leur politique interne qui leur semble plus importante que les textes que le législateur décide. Et ça, c'est insupportable sur le plan démocratique. Donc, et ça aurait le mérite de simplifier considérablement les choses. On pourrait parler de l'électricité, mais mon temps pas tout de suite, sénateur, c'est bien comme ça. Terminé. Parce que Mme Gatel et moi-même surveillons le temps, nous avons encore 10 prises de parole, donc c'est très bien. Monsieur Reichart. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous savez naturellement qu'au Sénat, nous sommes dans l'attente d'une nouvelle étape de la décentralisation maintenant depuis quelques années, de longs mois en tout état de cause. Et la question que je voulais vous poser a trait justement à la question du calendrier dont parlait tout à l'heure mon collègue Gillet. Dans la mesure où nous avons un texte, votre rapport, qui pourrait éventuellement justifier un certain nombre ou peut-être un projet de loi, enfin un certain nombre de lois, est-ce que vous avez une assurance, si je peux m'exprimer ainsi, d'une mise en application de l'un ou l'autre, ou de l'une ou l'autre de ces recommandations à court ou moyen terme de la part des plus hautes autorités de l'État? Vous avez à l'époque, il y a déjà près d'un mois, présenter votre rapport au président de la République. Est-ce que nous pensons raisonnablement, est-ce que nous sommes en état de penser légitimement à un texte, au moins un projet de loi en la matière d'ici la fin de l'année, puisque encore une fois l'attente est forte, et puis c'est pas la première fois que on nous dit, on renvoie à d'autres horizons, pas la mise en œuvre, la proposition d'un texte de ce type. Une deuxième question, monsieur le ministre, je fais le même constat que Françoise Gatel sur la différenciation. Quoique vous nous ayez répondu à l'instant en disant que cette différenciation, elle est partout dans le texte, moi je n'en fais pas la même analyse. J'ai vraiment le sentiment, je reprends dans les termes de Françoise Gatel, une grande discrétion en la matière. Pour moi, une différenciation territoriale, elle se lit clairement dans le document à un endroit déterminé. Alors ne m'en veuillez pas si naturellement je vous parle d'Alsace. Voilà, la différenciation que vous nous proposez est ni plus ni moins la différenciation proposée par Monsieur le Président de la République lorsqu'il est venu à Strasbourg le 26 avril. Au mot près, Monsieur le Ministre, au mot près. Ça ne vous interdit naturellement pas de venir un mois après nous proposer dans un rapport ce que le Président de la République nous a proposé. Mais par contre, ce que vous proposez pose un vrai problème de timing. Hein, et je vais être tout à fait clair. Vous indiquez que, et c'est naturellement transverse, on le sait, il n'est pas question d'un découpage des grandes régions dans votre rapport, mais pour l'Alsace, vous étiez prêt à examiner une possibilité particulière, et c'est, je répète, la proposition qui a été faite le 26 avril, il y a plus d'un mois, par le Président de la République, qui consiste à dire vous ne sortirez pas de la région Grand Est, mais discutez donc, vous, Monsieur le Président de la collectivité européenne d'Alsace, avec Monsieur le Président de la grande région, pour voir quelles compétences peuvent être déléguées ou transférées de la grande région vers la CEA. Et c'est ce qu'a fait immédiatement Monsieur le Président de la CEA avec Monsieur le Président de la région Grand Est. Et ils ont travaillé pendant un mois, puisque Monsieur le Président de la République leur a donné 30 jours pour le faire. Et le jour où vous déposez votre rapport, Monsieur le Ministre, désolé de vous le dire, le président de la collectivité européenne d'Alsace rendait compte à ses conseillers d'Alsace en disant « Eh ben non, ça ne marche pas. Ça fait maintenant 30 jours que je discute avec le président de la région Grand Est qui ne veut rien savoir. » Dans ces conditions-là, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, n'avez-vous pas le sentiment que votre rapport sur l'Alsace, déjà, est obsolète? Je vous remercie. Merci. Alors, je suis obligé de mettre le compteur pour 2 minutes, sinon on n'y arrive plus. Monsieur Blanc, Monsieur Marc, pardon, et Monsieur Blanc après. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, cher Eric Woerth, moi j'ai une question sur la DGF, dotation globale de fonctionnement. L'autre jour, en Aveyron, n'est-ce pas, cher Jean-Claude, nous avons eu la publication par commune des chiffres. Personne n'y comprend rien. La DDFiP n'est pas fichue de nous expliquer quoi que ce soit. Et nous avions un mathématicien célèbre en Aveyron qui a été député en son temps, au début du XXe siècle, c'était Émile Borel, qui a d'ailleurs créé les tribus boréliennes, quelque chose qui en mathématiques devait valoir des compétences sans doute équivalente à celle de la médaille Fields, ou plus, et aujourd'hui, personne n'y comprend rien. Donc quand même, en démocratie, il est normal qu'un maire sache pourquoi, par exemple, la commune de Nez-le-Château a perdu 90% de sa DGF en 10 ans. Inexplicable et inexpliqué. Première chose. Deuxième chose, monsieur le ministre, vous parliez non pas d'avoir réveillé le conseiller territorial, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'à l'échelle des grands territoires, la proportionnelle fait des élus irresponsables politiquement, et les attacher à un territoire, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, et c'est assez contradictoire, que nous ayons choisi un mode d'élection aux élections européennes qui soit des élections de liste nationale. Ça me semble complètement... On s'étonnera que des gens n'aillent pas voter, mais je reste persuadé qu'on aurait dû choisir des élections territorialisées. Ce qui ne vaut pas par contre pour des élections municipales dans des petites municipalités en dessous de 1000 habitants, parce que là je suis par contre pour cela. Pour l'élection proportionnelle, pour un problème de parité. Merci Monsieur le Président. Monsieur Blanc et ensuite Monsieur Kerrouche. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi je voudrais souligner l'intérêt d'avoir effectivement adossé à un travail de ventilation des compétences, un volet finance des collectivités territoriales. Ce n'est pas toujours le cas, pour ne pas dire que c'est rarement le cas, qu'on puisse avoir effectivement les deux qui soient articulés de cette façon-là. Je reste sur ma faim néanmoins sur l'approche besoin, l'approche parcours des personnes. Je crois que ça permet quelquefois d'éclairer différemment la façon dont on peut penser l'articulation ou l'organisation des compétences. Je prends la question du social pour illustrer mon propos. Et donc, évidemment, la question des départements. On voit bien que dans le rapport, la relation entre les départements et l'État est mise en tension. Et j'ai le sentiment que la création de ce service public est une façon, quelque part, d'essayer de trouver des solutions à un problème quelquefois complexe. Mais en même temps, vous continuez de redistribuer les compétences. Je prends la protection de l'enfance et les personnes âgées. Si on pense les choses en termes de parcours, on voit bien que ce qui manque aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un pilote qui coordonne l'ensemble des acteurs. Et un pilote clair, un pilote responsable. Devant les électeurs, c'est ce que disait en creux mon collègue Gillet tout à l'heure. Comment pouvons-nous donner les EHPAD à l'ARS et dire que les départements vont s'occuper du domicile au moment même où on demande aux EHPAD et aux territoires, on crée l'EHPAD à domicile, on cherche à développer l'EHPAD à domicile, on cherche à développer ce qu'on appelle les CRT pour que les EHPAD coordonnent en proximité les acteurs du domicile. À un moment donné, je crains qu'on ne recrée de la complexité à force de ne pas vouloir clairement clarifier le pilotage. Moi, il me semble qu'il faut avoir un pilotage clair sur l'ensemble de la filière, sur l'ensemble du parcours de vie, et qu'effectivement, les départements sont sans doute les bons acteurs de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai, il faut qu'on clarifie le financement, parce qu'il y a un sujet sur les EHPAD, et sur la protection de l'enfance, c'est la même chose. On ne peut pas penser la prévention sans penser la protection et les placements. Je redis de manière inverse, on ne peut pas penser le placement sans penser la prévention. Pourquoi ? Parce que les départements aujourd'hui cherchent, innovent, créent des solutions entre ces deux types de prise en charge, entre la prévention et le placement en MEX. Et donc, les solutions pour prendre en charge la vague qui nous arrive tant au niveau du vieillissement qu'au niveau, malheureusement, de ces situations difficiles dans un certain nombre de familles, vont nous obliger, effectivement, à clarifier ce qui relève des départements et peut-être un peu moins de l'État, et d'avoir les financements qui vont avec. Je termine juste sur un point, les SDIS. Merci. Vous en parlez très peu. Je voudrais avoir votre avis sur les SDIS, et notamment sur le couple avec les communes. Absolument. Merci, Monsieur Blanc. Monsieur Kerrouche, puis Monsieur Reynaud. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président.
Je peux toujours avoir de l'espérance, hein, comme tout le monde, moi. C'est bon, là, c'est à partir de maintenant? D'accord. Ça vous fait 10 secondes déjà. Mais j'ai pas eu le temps, on a pris la... Voilà. Bien. Très sérieusement, Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Merci également de votre rapport qui soulève pas mal de questions, qui tentent d'en apporter également. Juste revenir en ce qui me concerne sur un point précis qui est celui de la démocratie locale. On va dire ça comme ça. Avec des points d'accord que nous avons avec vous, notamment sur le mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants, qui permettrait d'obtenir d'une part un scrutin qui soit paritaire et d'autre part d'éviter le tir au pigeon, avec une absence qui m'a quand même étonné le long du rapport, c'est l'absence du citoyen. Le rôle du citoyen, je ne l'ai pas vu dans ce rapport, alors que c'est à lui aussi, et c'est de lui aussi que dépend d'une certaine façon la crédibilité du système local. Et puis des points de désaccord forts. Sur le cumul, vous réglez d'une certaine façon quelque chose qui est important, la question du cumul horizontal qui peut poser des problèmes. Et dans le même temps, vous réinstaurez la question du cumul vertical que je pensais dépasser. Je sais que certains y sont attachés, mais en reprenant des phrases qui, à mon sens, je ne comprends même pas qu'elles soient écrites sur le fait que ça distend le lien avec... Et pour moi, c'est faire injure à l'ensemble des parlementaires de l'ensemble des pays occidentaux qui ne cumulent pas et qui aussi et continuent à avoir un rôle local. Et ça serait autorisé, je vous cite, sans limite de seuil et de population. Alors autant on peut s'interroger sur éventuellement un retour du cumul, mais sans limite de seuil et de population pour tous les EPCI et pour toutes les communes, je le dis très franchement, je pense que ce n'est pas sérieux. Et puis finir sur le conseiller territorial, qui nécessiterait, dans le système que vous proposez, un redécoupage cantonal, alors que le dernier ajustement, même s'il était nécessaire, puisqu'il y avait des différences de 1 à 16 dans la représentation des populations, a été compliqué. Retransformer encore les cantons ne me semble pas intéressant. Et on aboutirait à un système, par ailleurs, qui n'existe nulle part. C'est-à-dire d'avoir un élu qui soit élu dans 2 niveaux différents, exerçant des compétences différentes. Et je pense que dans la faisabilité et dans le sérieux démocratique, ce fonctionnement n'est ni possible et ni souhaitable. Merci, M. Kerrouche. Alors, M. Reynaud puis M. Roiron, 2 minutes. Oui, Monsieur le Ministre, tout en saluant le travail extrêmement étayé de ce rapport, mais cette mission, dans la mesure où vous l'avez acceptée, effectivement, n'est pas simple. Et à travers les questions, vous allez pouvoir jauger également les inquiétudes qu'elle peut générer, parce que c'est une matière extrêmement, effectivement, explosive. Il y a un certain nombre de principes qui président à votre rapport, la clarification, la répartition, on parle même de simplification aussi dans ce rapport. Pour autant, vous l'aviez dit en audition, c'est écrit également dans le rapport, ce n'est pas un jardin à la française. Et c'est pourquoi peut-être nous expliciter justement cette démarche de répartition de compétences. Et puis, mon collègue Cédric Vial l'a énoncé, pour l'eau et l'assainissement, le transfert pour les EPCI au 1er janvier 2026 ne doit pas être mis en cause. Et néanmoins, on peut déléguer la compétence au département si besoin. Il y a également les notions de compétences, les notions de chef de file. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut rajouter là aussi une certaine confusion sur une première intention? Autre principe, chaque collectivité territoriale doit pouvoir bénéficier d'une forme de prévisibilité de sa ressource. Et pour autant, on évoque dans ce rapport la fin de l'exonération de taxes foncières pour les constructions de logements sociaux dès 2026, pour financer d'ailleurs des services publics nécessaires à l'accueil de nouveaux habitants. J'ai du mal à vraiment matérialiser cette notion. Et puis enfin, peut-être une troisième question, si je me permets, si vous avez un certain nombre de certitudes ou d'éléments concernant la suite à donner à ce rapport au niveau du gouvernement. Merci, M. Roiron. Ensuite, M. Benaroche et Mme de la Gontrie. M. Roiron. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, d'abord, merci pour ce rapport où il y a un certain nombre de choses qui semblent aller dans le sens que veulent beaucoup d'élus locaux, notamment sur le rôle du préfet,
qui serait le centralisateur de toutes les aides plutôt que d'aller dans les agences. Donc ça me semble être une chose qu'il faut évidemment mettre en avant. La question des compétences. C'est toujours très compliqué de savoir quelles compétences doit avoir tel niveau de collectivité. Mais je crois que, par exemple, la question de la compétence sur le tourisme peut poser dans certains territoires des vraies interrogations et je voulais le dire ici. Par ailleurs, je ne comprends pas tellement votre aspect sur le fait de la carence. Sur la carence lorsque les services publics ne seraient plus fait par les collectivités locales et que ça serait le préfet qui reprendrait quelque part la main. Je pense que là, il y a un vrai problème sur la décentralisation qui me semble. Je ne reviendrai pas à ce qui a été dit par un certain nombre de mes collègues sur le conseiller territorial. Je pense que c'était terminé parce que lorsqu'une loi n'existe plus, elle n'existe plus. Il y aura quand même un problème de parité et je pense qu'on sera heureux de vous entendre sur cette question. Merci, chers collègues. Monsieur Benaroche, Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Pour essayer d'aller relativement vite, je vais me concentrer sur la page 62, 224, clarifier les règles en matière de cumul des mandats, proposition 30. Alors, c'est très bien, je me félicite. Interdire le cumul de la présidence d'un EPCI, d'un département ou d'une région. Je trouve ça parfait. Je l'avais proposé en amendement au Sénat, ça n'avait pas été voté. Je me réjouis que vous le repreniez, Monsieur le Ministre. Par contre, je vous lis, et je trouve ça extraordinaire aussi, vous considérez qu'il y a de nombreuses absurdités dans le cumul des mandats, et vous dites une même personne peut être maire, président d'une métropole, vice-président d'une région, réduisant probablement, bon, moi je dirais sûrement, sa capacité à assurer ses fonctions exécutives sans compter les accessoires obligés de ces mandats comme les représentations dans des syndicats intercommunaux. Je vous dis bravo. Et puis juste après, vous nous expliquez par contre que malgré tout ça, être maire, y compris d'une grande ville, et parlementaire, vous paraît être une nécessité absolue. Je m'inscris dans la lignée de la question de M. Kerrouche. Je ne comprends pas et je trouve ça même absurde. Pas de violence, Monsieur Benaroche, pas de violence. Madame de La Gontrie, Madame Brulin. Nous sommes le garant de le calme de la réunion avec Madame Gatel tout de même. Madame de La Gontrie, puis Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis sénatrice de Paris, donc je ne vais pas vous décevoir en vous indiquant, ou vous surprendre en vous indiquant que je souhaite vous demander développer l'idée que vous avez concernant deux propositions concernant Paris directement. La proposition 25, la proposition 40. La proposition 25, c'est celle qui consiste à changer le mode électoral pour mettre en œuvre. J'ai bien entendu et j'ai beaucoup apprécié la liberté dont vous avez estimé avoir bénéficié, notamment en ne revenant pas sur la fiscalité. Et je suis sûr que tout ce qui a été proposé, en tout cas concernant Paris, est le fruit de votre propre liberté, et donc modifier le mode de scrutin. Alors, on a déjà entendu le président de la République dire qu'il fallait que Paris rentre dans le droit commun. Donc le droit commun, c'est quoi? C'est, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup, ce n'est pas l'élection directe du maire, parce que je sache, nous avons toujours été élus par des conseils municipaux. Et donc il y a une invention d'un vote à 2 urnes, avec un vote arrondissement, un vote Paris, c'est pas les mêmes. Alors, je rappelle à mes collègues que Paris n'a de maire que depuis 1977. Et que Jacques Chirac lui-même, au moment de la loi PLM, grand combat parlementaire notamment, indiquait qu'il fallait absolument préserver l'unité de Paris, d'où cette articulation entre les arrondissements et le Conseil de Paris. Donc, comment est-ce que vous justifiez cette acrobatie, sachant que je ne veux pas tempérer votre enthousiasme, enfin vous êtes neutre, donc il n'y a pas de problème. Électoralement parlant, d'abord, les alternances ont eu lieu, donc le système actuel ne l'empêche pas. Et ensuite, des travaux ont été menés qui montrent que l'actuelle majorité aurait été renforcée si le mode de scrutin que vous proposez avait été instauré. Donc, au final, vous affaiblissez les arrondissements, vous déconnectez le lien entre arrondissement et mairie centrale, et donc vous affaiblissez l'unité de Paris. La deuxième question... D'ailleurs, au passage, je serais curieuse, mais bon, de savoir comment vous élisez le conseiller territorial dans cette circonstance, étant donné qu'à Paris, il n'y a pas de canton. Enfin, bref, donc c'est encore autre chose. Proposition numéro 40, vous voulez nationaliser le périphérique.
Pourquoi? On ne sait pas. D'autant que le mouvement inverse a été fait, par exemple, à Lyon, il y a peu de temps. Gérard Collomb, on ne peut pas dire que ce soit un ennemi de la majorité actuelle, puisque un tronçon de 16 km de l'A6 et de l'A7 ont été transférés à la métropole, et qu'il y a eu un mouvement très important, très récent, des routes départementales, des routes nationales vers les départements. Alors, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, notre obsession à Paris, c'est de lutter contre la pollution. On a 500 000 riverains qui vivent le long du périphérique. Je n'imagine pas que ce soit pour une basse question politicienne, parce que certains s'opposent à ce qu'on consacre une voie de covoiturage, ce qui est quand même la révolution en marche, sur le périphérique, ce qui existe sur des autoroutes d'ailleurs. Donc, quelle est l'idée? J'essaye de comprendre la cohérence de transfert dans certains endroits et pas dans d'autres. Mais j'imagine qu'il y a une motivation qui m'échappe, et donc je serais très heureuse de l'apprendre en vous écoutant. Merci, Madame la sénatrice. Madame Brulin, puis Monsieur Vogel et Monsieur Genet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai un peu les mêmes questionnements sur le service départemental des solidarités qui ont été exprimés. Et j'ai même de l'inquiétude parce que vous semblez vous inspirer des MDPH qui ne me semblent pas aujourd'hui être ce qui fonctionne le mieux en matière de solidarité, puisqu'on voit bien que partout dans nos départements, il y a beaucoup de retard et des choses qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Même chose sur les trains d'équilibre du territoire, les intercités en gros, redonnés aux régions. Il se trouve que je suis élue de Seine-Maritime, donc en Normandie, où ce mouvement a déjà été fait et où on s'aperçoit sans trop de surprise que pour faire circuler des trains, il faut des infrastructures haut niveau, et que quand du retard a été pris, comme c'est le cas en Normandie sur le sujet, ce n'est pas forcément un cadeau à faire aux régions qui peuvent se trouver en difficulté là-dessus. Sur le financement, on peut trouver une logique dans le fait que les financements soient en adéquation avec les compétences exercées. Mais j'ai l'impression que ça conduit aussi à une surspécialisation des collectivités, et puis aussi à les adosser sur des modes de financement qui ne sont pas toujours les plus populaires. Je me souviens, par exemple, puisqu'il est question de CSG dans votre rapport, qu'une des mesures qui avait été mise en œuvre après le mouvement des Gilets jaunes, c'était de diminuer la CSG pour les retraités qui gagnaient, je crois, moins de 2 000 € de pension. Et on voit que dans le contexte d'inflation et de difficulté du pouvoir d'achat qu'on connaît aujourd'hui, il est tentant et même légitime pour certains produits de demander à baisser la TVA. Or, de plus en plus, nos collectivités ont des finances qui sont issues d'une fraction de la TVA. Donc, quid de la solidité de ces financements? Vous avez tenu à montrer que vous réfléchissiez en matière de coordination entre collectivités, pas de mise sous tutelle, mais il y a quand même des éléments dans votre rapport qui laissent penser une recentralisation, voire effectivement une mise sous tutelle. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la carence, mais aussi sur quelque chose qui ressemblerait à l'ANAP, à l'appui à la performance qu'on connaît dans le médico-social. Quand des établissements médico-sociaux voient arriver l'ANAP, ça ne se traduit pas toujours par des mesures tout à fait réjouissantes. Et enfin, je me demande ce que serait la France avec 100 000 élus locaux de moins, quand on connaît l'engagement qui a été le leur dans toutes les crises que nous venons de traverser. Alors évidemment qu'il y a une crise que personne ne nie, mais résoudre cette crise, c'est effectivement redonner du pouvoir d'agir, des moyens d'agir aux élus, plus, je crois, que de définir un peu arbitrairement que, y compris, parce que je crois avoir compris ça dans votre rapport, si c'est assorti d'une revalorisation de leur indemnité, une sorte de, je ne vais pas dire travailler plus pour gagner plus en format élu, mais je ne suis pas sûre que ça réponde du tout. Plus, s'ils sont moins, ils travailleront plus. Donc, je ne suis pas du tout sûre que ça réponde au réel problème qu'on connaît dans nos collectivités, parfois d'engagement. Merci. Merci, Madame Brulin. Alors, Monsieur Vogel et Monsieur Genet, et après, la parole sera à Monsieur Woerth. Oui, Monsieur le Ministre, très rapidement, sinon vous n'aurez pas le temps de répondre à toutes ces questions. Dans la ligne de ce qu'a dit André Reichardt, il a parlé du timing, mais je trouve que le paysage législatif est très encombré. Il y a le rapport Woerth, non, qui dit un tas de choses sur un tas de sujets. Il y a le rapport Ravignon,
qui dit des choses similaires. Il va falloir coordonner tout ça. Puis il y a tous les travaux législatifs de la délégation avec qui ont abouti au Sénat. Françoise Gatel y a fait allusion tout à l'heure, des textes que nous avons votés. Il y a des textes parallèles à l'Assemblée. Comment... J'ai l'impression qu'on est en train de reconstruire le paysage, la superposition des strates territoriales dans nos travaux législatifs. Comment est-ce que tout ça va être coordonné? Parce que il y a beaucoup de bonnes choses, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un qui va être en charge de piloter tout ça pour qu'on aboutisse à des textes qui ne se contredisent pas? Voilà. Question de méthode. Monsieur Genet, vous êtes le dernier orateur. Quelle responsabilité. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais vous remercier tous les trois pour avoir décidé d'organiser, de participer à cette audition sur ce rapport décentralisation, le temps de la confiance. Monsieur le Ministre, il est vrai que le titre est à lui seul un vrai challenge, un challenge à cette heure où le temps de la défiance a gagné nos concitoyens, en particulier vis-à-vis de leurs représentants, de leur représentation nationale. La défiance des citoyens est très forte envers la capacité de la sphère publique à offrir de vraies réponses en matière de ce qui constitue leurs besoins, les besoins des populations, en matière de sécurité, de santé, de logement, d'aménagement du territoire, etc., etc., sans oublier bien sûr l'enjeu de la coordination en matière de transition écologique. Alors on peut ne pas être d'accord avec tout ce que vous écrivez dans votre rapport, mais il faut reconnaître effectivement que vous avez le mérite d'ouvrir le débat. Et donc je me glisse dans ce débat et je voudrais vous interroger sur des points particuliers que j'ai relevés en complément de ce qui a déjà été dit. Tout d'abord, en complément de la question que vient de poser ma collègue sur votre proposition de rénover la démocratie municipale, parce que je trouve qu'elle est finalement, page 87, très emblématique. Qui pourrait contester la volonté de rénover la démocratie municipale? Ça permet toujours de faire moderne, et puis la démocratie, c'est toujours un sujet normalement qui permet de nous réunir, mais lorsqu'on vous lit, il pourrait être proposé de réduire de 20% le nombre de conseillers municipaux pour les communes de plus de 1500 habitants, de réduire de 11 à 9 et de 15 à 13 le nombre de conseillers municipaux dans les communes les plus petites. Cette réduction de l'ordre de 100 000 du nombre d'élus municipaux vise aussi à rendre du pouvoir d'agir aux maires. Ah bon? Vous avez vraiment le sentiment que dans les 35 000 communes de France, les maires se sentent empêchés par leurs conseils municipaux? Et c'est comme ça qu'il faut rénover la démocratie. Et vous continuez en disant que, bien sûr, il serait entouré d'une équipe plus restreinte qui pourrait être mieux rémunérée. Mais vous savez, lorsque les 35 000 communes de France vont recevoir votre rapport et que les conseillers municipaux bénévoles vont lire cette proposition, je ne suis pas sûr que de supprimer Monsieur X et Madame Y, qui sont conseillers municipaux bénévoles, ça permette de mieux rémunérer les autres. Et puis vous terminez en disant, elle facilite aussi cette proposition de réduction de 100 000 du nombre d'élus municipaux, la constitution de listes renforçant de fait la liberté de candidature. Donc, je n'aurai pas l'outrecuidance de caricaturer votre propos et de vous dire que finalement, si on abaissait à 0 le nombre de conseillers municipaux possibles sur une liste, ce serait la meilleure façon de garantir la liberté de candidature. Il faudra quand même que vous m'expliquiez un peu la logique qui est la vôtre dans cette proposition. Ça sent un peu le côté techno et donc j'ai vraiment envie de vous entendre sur cette proposition parce que franchement, tous les sénateurs, comme les députés, bien sûr, nous parcourons le terrain, nous rencontrons les élus municipaux. Ma collègue a dit combien ils sont engagés et franchement, ce n'est pas la principale problématique qu'ils rencontrent aujourd'hui dans notre pays. Et puis, pour terminer, et comme le temps est très court, vous interrogez sur les propositions 33 et 35, parce que là aussi, au-delà de la technicité du sujet, elle me semble assez emblématique quand même d'une certaine conception de la vision des collectivités locales. Par exemple, sur la réforme des attributions de compensation dans les EPCI, c'est effectivement très technique, mais le fait de lire, et là tout le monde comprendra que la présidence de la CLECT, qui est l'organe chargé de fixer ces attributions de compensation, pourrait être confiée à un magistrat de la Chambre régionale des comptes, bien sûr qui n'aurait pas, d'après vos écrits, de droit de vote, mais enfin, je pense que chez les élus locaux, vous allez avoir un sacré succès d'estime. Non pas que nous n'aimions pas la Chambre régionale des comptes, nous adorons lorsque nous sommes contrôlés par elle, mais tout de même, ça a un petit côté de tutelle auquel parfois nous sommes, nous les élus locaux, allergiques. Et puis, vous proposez également la dissolution du PETR des pays et en disant que depuis la loi NOTRe, l'existence de cette strate n'est plus justifiée.
pour siéger moi-même au sein du pays charolais-brionnais qui porte une excellente candidature à l'UNESCO qui regroupe plusieurs communautés de communes. Je crois que vouloir simplifier les choses, c'est bien, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'outils techniques, juridiques qui peuvent être utilisés par des collectivités qui en ont besoin pour certaines missions, certains projets, mais bien sûr sans obligation. Voilà le second point sur lequel je voulais également, Monsieur le Ministre, vous interroger. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Monsieur le Ministre, à Monsieur Woerth. Peut-être un mot, vous me l'autoriserez, sur la métropole de Lyon, où je note tout de même, mais je ne prends qu'une minute, que la proposition numéro 41 qui concerne la métropole de Lyon s'inscrit dans une série de propositions qui avait été faites dans le rapport Gattel-Darnaud que la commission des lois avait rendu au mois de juillet 2021, sauf erreur de ma part. Donc il va falloir continuer d'avancer sur ce sujet-là, ce d'autant que certains collègues ont déposé quelques propositions, quelques PPL qui ne vont pas du tout dans ce sens, en tous les cas qui ont un sens un peu différent. Mais le mérite de la proposition 41 est d'être, à mon avis, assez pertinente. Mais nous y reviendrons, je ne vous embête pas avec ça ce soir, mais tout de même, je voulais le dire. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Ce parrainage Gattel-Darnaud est un parrainage ici. En tout cas, merci pour l'ensemble de vos remarques. Ça montre qu'il n'y a pas d'indifférence à ce rapport, ce qui était quand même le but recherché, parce que sinon... Sinon, il pourrait y avoir un succès d'estime comme ça, enfin une petite estime quand même, pas une trop grande. Mais voilà. Il y a des moi, je mets des convictions là-dedans. On peut les contester, mais enfin, c'est ce qui est demandé dans un rapport. C'est pas un projet de loi. Donc, c'est ce qui est demandé dans un rapport qui sera la base, je le rappelle, d'une concertation. Dans cette concertation, in fine, il y a des mesures qui ne seront pas retenues, d'autres où il faudra, ou probablement vous souhaiterez, où l'État souhaitera aller plus loin. C'est pas tout à fait impossible. Il y a des mesures qui s'échangeront les unes contre les autres parce qu'elles seront considérées comme pas cohérentes. Enfin, que sais-je. C'est une base complète, enfin la plus complète possible, hein, dans un sujet que vous connaissez bien. Je note aussi que la plupart du temps, lorsque j'ai rencontré des interlocuteurs, j'en ai rencontré beaucoup, ils jugeaient en fonction de leur propre situation, ce que je peux comprendre aisément. Je ne suis pas un techno, je réponds aux sénateurs. J'ai été 22 ans maire, président de communauté de communes. Bon, j'ai fait des études, hein, pardon, bon, c'est quand même des sujets un peu techniques à un moment donné. On peut être technique et pas techno, quoi. Parce que derrière, si vous n'êtes pas technique, la technique vous rattrape. Et les bonnes intentions, ça disparaît très vite. Donc ça veut dire que dans ce type de rapport, il faut un peu de technicité. C'est pas au Sénat que je vais dire ça. Ou alors vous dites qu'il faut réformer la fiscalité locale parce qu'elle est injuste et imprévisible. Voilà, très bien. Puis vous retrouvez avec le truc et vous dites au fait, je fais comment. Donc j'ai essayé de prendre des positions et ces positions, elles feront l'objet de discussions et c'est tant mieux. Sur l'établissement public de solidarité, le sénateur Gillem et d'autres sénateurs ont évoqué tout cela. C'était un vrai sujet de préoccupation. J'ai beaucoup rencontré de présidents de départements, beaucoup rencontré l'association et les deux composantes de l'association des départements de France. Enfin, il y a une crise. Moi, je veux bien qu'on me dise le contraire, mais enfin, il y a une vraie crise de financement, de mise en cause du partenaire État qui ne finance pas assez, et qui s'occupe de tout, de la part de l'État qui dit « je ne comprends pas qu'on me reproche ça alors qu'on met beaucoup d'argent ». Enfin, bon, bref. Donc, l'idée, elle est de savoir, est-ce qu'on peut simplifier les choses? Alors, je sais que le terme de simplification, c'est une forme de Graal. Ouais, vous n'avez rien simplifié. Ben si, j'ai simplifié pas mal de choses. C'est une simplification. Aujourd'hui, il y a une multitude de financements. Enfin, grosso modo, il n'y a pas de financement affecté au social, il y a un budget général, des compétences dans ce budget général et des ressources qui proviennent de l'État qui ne sont absolument pas fléchées. Et des indicateurs, ou plutôt des objectifs, parce que là on est dans l'humain profond, hein, des objectifs qui sont assez peu dictés, ou en tout cas demandés par l'État, qui lui-même en finance une partie. Donc ça fait beaucoup, beaucoup. Et in fine, quand tout marche bien, on ne s'en rend pas compte. Puis quand ça ne marche pas, comme c'est le cas depuis maintenant quelques temps,
Alors tout le monde dit il faut changer, c'est pas possible, ça marche pas. Bon. Donc nous on a essayé de se dire il faut qu'on clarifie qui fait quoi dans ce sujet-là, car on est dans un copartage quand même. Pour une bonne raison, c'est qu'un enfant il peut pas être traité différemment qu'on soit dans le Tarn, dans la collectivité européenne d'Alsace ou dans mon département de l'Oise. Ça reste un enfant français qui doit être traité ou un enfant qui doit être traité comme un enfant. Et donc il n'y a pas de bien plus important. Il n'y a pas de enfin je vois pas. Voilà, au moins l'enfant c'est quelque chose qui nous rapproche tous en disant c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et donc ça doit être... Mais ça ne marche pas. Au fond, ça ne fonctionne pas. Et donc on a besoin de rendre les choses plus efficaces. Parce que c'est l'intérêt des citoyens. Cité quand même 60 fois dans le rapport, le citoyen. Il est partout dans le rapport. Ce n'est pas un rapport pour les élus. C'est un rapport pour les citoyens, même si l'organisation, ce sont les élus. La production du service public, là, tout le monde ne sait pas ce qu'il y a dans l'usine quand on produit un truc. Mais ce qui compte, c'est le produit fini. Et le produit fini doit être de la meilleure qualité possible au coût moindre. Donc on dit, on crée un établissement public qui isole les compétences sociales autour du RSA, autour du handicap, etc. On y met la MDPH, bien sûr, en tant que telle. Et on isole cela, on fixe le département et président détient la majorité, donc on ne joue pas un jeu ambigu, et le préfet négocie chaque année avec le président ou la présidente du département les objectifs qui seront fixés à l'aide sociale à l'enfance, à ci, à ça. Donc ça, c'est une première option. Et l'État branche un tuyau clair qui ne va pas ailleurs au département, un tuyau très clair de financement des politiques de solidarité, à hauteur de 50, à hauteur de 60%, que sais-je, si ce système est accepté, tout cela devrait être profondément discuté et l'État en discutera beaucoup. Donc c'est clair et ça doit permettre d'éviter les mises en cause systématiques des uns par les autres. La politique sociale française, elle doit quand même se situer un peu au-dessus de ça. Le deuxième point, c'est de se dire, il y a une autre option. C'est si les départements considèrent que ça ne répond pas aux besoins, ou que sais-je, si on considère que les polémiques... alors l'État peut reprendre. Le débat sur les MNA a été là-dessus très symbolique, au fond. Et c'est pour ça que je mets en place, j'indique cette option concernant l'aide sociale à l'enfance, mais à la limite, l'État pourrait se dire c'est plus large que ça. Et l'aide sociale à l'enfance, elle est aujourd'hui en partie exercée par l'État, au travers de la PJJ, au travers de la psychiatrie, pédopsychiatrie. Tout ça, ce sont des sujets qui ne marchent pas toujours très bien, hein. Et l'État en est particulièrement conscient. Mais de se dire, on regroupe, et quand malheureusement un mineur ou un enfant se suicide, parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, dans un hôtel sur lequel il y a très peu d'encadrement et perdu, au fond, personne ne va vraiment prendre la responsabilité de cela, hein. On ne se précipite pas devant les caméras pour prendre la responsabilité. Et il y a pourtant sans doute une part de responsabilité de la collectivité publique. Donc il faut essayer de clarifier tout cela, parce que je pense que c'est l'intérêt des personnes qui sont concernées. Donc soit une recentralisation de l'AGE, l'État pourra dire qu'il veut recentraliser plus, hein, s'il le souhaite, soit une organisation plus précise à l'intérieur des départements. Quant aux EHPAD et quant à l'autonomie, on a regardé, il y a 3 sections de fonctionnement dans les EHPAD, on ne comprend plus très bien qui décide, il y a une tutelle qui n'est pas claire. On voit bien que les EHPAD seront de plus en plus médicalisés, enfin chacun le sait. On voit bien que le parcours domiciliaire, lui, il doit être approfondi, parce qu'on a besoin de soins, enfin on a besoin d'un accompagnement à domicile. Tout le monde le voit bien. Et que, au fond, donc on peut, je pense que c'est l'idée d'une recentralisation du financement des EHPAD et de la tutelle des EHPAD est tout à fait compatible avec un approfondissement des parcours domiciliaires qui prend plusieurs formes. Le rapport en parle un peu, mais à un moment donné, nous, on ne peut pas décrire toutes les politiques dans le détail, sinon on va décrire absolument tout. Et je ne suis pas ministre du social, je l'ai été d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Donc on veut absolument montrer que, et on dit d'ailleurs qu'il faut un lien, mais on peut quand même se parler, hein. Certains peuvent avoir le tutelle des EHPAD
l'EHPAD et l'autre s'occupait du parcours domiciliaire et se parlaient. Parce que sinon, plus il y a de strates, comme je le disais, plus il y a de niveaux de décision, plus la parole est nécessaire. Plus les outils de parole sont aussi nécessaires. On met beaucoup de contrats entre les métropoles et les départements, etc., etc. Tout simplement parce que tout ça doit être agrafé, parce que ça fait qu'une seule politique et qu'il y a peut-être une grande spécialisation dans le rapport, mais je rappelle que les collectivités n'ont pas la clause de compétence générale en dehors des communes. Donc il est logique qu'il y ait une spécialisation des collectivités qui correspondent à leur niveau de strate, à leur taille, aux modes électoraux, à l'histoire qui est la leur. Sur les routes, on n'a pas voulu... sur les routes, c'est un problème de transfert de charges. Mais les routes, les régions aujourd'hui en ont plus ou moins hérité, mais 2 ou 3 simplement, on commence à faire quelques études là-dessus. On voit bien que les compétences, elles sont dans les départements. L'ingénierie, elle est quand même largement dans les départements et que les départements font des routes départementales. Donc si on décide à un moment donné d'aller transférer des réseaux routiers d'État supplémentaires, eh ben, il faut évidemment le confier aux départements qui est quand même assez spécialisé dans le domaine grosso modo des réseaux. Quant au conseiller territorial, oui, la parité, elle est plus difficile. J'imagine que les partis politiques ou tous ceux qui concourront aux élections y veilleront, mais c'est constitutionnellement possible. C'est-à-dire que le mode de scrutin que l'on met en place, et il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut le dire, mais enfin tous ceux qui regardent les sujets constitutionnels ont considéré que c'était possible. Sur la simplification, vraiment... Le sénateur Vial dit je ne vois pas de simplification. Enfin, c'est un Graal, la recherche de la simplification. Il y a un moment donné, on ne peut pas dire j'aime la nature et j'aime les jardins à la française. J'aime bien la nature, mais j'aime bien la nature superbement maîtrisée. Donc il y a un peu des deux. Évidemment que je peux aimer la nature et aimer le beau paysage que représente un jardin à la française. Mais de temps en temps, on a besoin aussi d'un jardin à l'anglaise qui a sa propre structure. Ça ne veut pas dire que c'est la jungle. Il y a une structure. Et si vous acceptez qu'il y ait plusieurs niveaux de collectivité, alors il y a obligatoirement la question qui se pose de la relation entre ces collectivités. C'est-à-dire, obligatoirement, le financement croisé, personne ne le souhaite vraiment. Mais à un moment donné, quand il y a une infrastructure un peu lourde, oui, il faut... maintenant, si chacun met 500 € dans tel fonctionnement associatif, ça ne marche pas. Ça, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas possible. Donc on essaye juste de mettre un peu d'ordre pour que les politiques publiques soient plus efficaces. Et là, on pose aux citoyens. On ne pense pas nécessairement à l'élu. Mais les élus le vivent mal. Les maires vivent mal de passer leur temps à tendre la main voilà. C'est pour ça qu'on décide aussi de mettre plus de liberté dans les intercommunalités. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Mais les intercommunalités, on se dit que c'est le moment, il y a eu le moment quand même de l'obligation, où on a dit tout le monde doit être couvert par une intercommunalité de plus de 15 000 habitants. Bon, il y a 4 niveaux d'intercommunalité, peut-être qu'on peut revenir à un niveau juridique et laisser en dehors d'un bloc de compétences qui de toute façon était celui des communautés de communes, un peu élargi. Au-delà de ce bloc de compétences, les collectivités, quelle que soit leur taille, choisissent librement, parce qu'une intercommunalité, c'est la prolongation des communes qu'ils composent. Et c'est pour ça aussi qu'on donne aux maires un petit peu plus de liberté pour contester éventuellement soit une gouvernance, soit un projet. C'est une contestation légère, hein, c'est juste qu'il faut en débattre. Et parce que c'est des sujets qui se posent un peu partout. Et quand ça marche, d'ailleurs, ça n'a pas lieu. C'est quand ça ne marche pas. Il faut trouver des cliquets. Et on est et moi je suis très favorable, j'ai été président d'une communauté de communes pendant aussi très longtemps, je suis très favorable à l'intercommunalité parce qu'il n'est pas possible dans un pays qui a 35 000 communes, qu'il n'y ait pas d'intercommunalité. Ça ne peut pas marcher. Donc juste, il faut l'organiser et c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais dans la simplification, on dit qu'on doit supprimer les syndicats qui ne s'avéreraient pas utiles. Car en réalité, les collectivités peuvent exercer directement. Dans la plupart des cas, les compétences existent dans les syndicats, donc ça ne pose pas de problème de rapatrier les compétences. Qu'à un moment donné, quand il y a autant de strates de collectivités, il faut peut-être se dire pourquoi je crée des strates techniques supplémentaires. Alors dans un certain nombre de cas, ça s'explique.
Dans un certain nombre de cas, c'est nécessaire. Il y a l'histoire, il y a la taille, il y a tout ce que vous voudrez. Mais il faut peut-être faire une revue générale des syndicats. On la propose, on dit comment elle peut être faite, pour essayer de se dire, il y a quand même une démocratie directe, et cette démocratie directe, elle est dans les collectivités locales. Quand on propose la suppression des PETR, bah, c'est jamais la bonne. Il faut toujours simplifier, mais alors c'est jamais la bonne. Bon, moi, j'ai rien contre les pays. J'ai aussi été président d'un pays, pour tout vous dire. Mais c'est jamais la bonne. Mais l'idée d'une collaboration entre PCI, évidemment, porter des projets entre PCI, mais est-ce qu'on a besoin d'inventer des structures juridiques supplémentaires? Est-ce qu'on a besoin de le faire porter par des structures juridiques supplémentaires? Mais pas du tout. On peut le faire sans structure juridique supplémentaire. Enfin, sur les je vais peut-être aller plus vite. Sur l'eau, l'assainissement, c'est revenu régulièrement. Moi, je ne suis pas sénateur, donc je n'ai pas assisté à tous vos débats, mais je peux les imaginer. Il y a une loi, elle a été votée, elle a déjà été déplacée à plusieurs reprises. Moi, j'ai essayé d'éviter les allers-retours, les marches en arrière, comme on adore faire en France. Bon, les intercommunalités s'en saisissent, elles ont décidé de s'en saisir. Bon, mais on laisse au département. Il y a de la liberté là-dedans. Le département a une taille supplémentaire. Si une interco considère qu'elle est mal placée, elle peut transmettre au département. Si les départements, à un moment donné, ils pourront se poser la question de la convergence du prix de l'eau. C'est un bien qui était un bien abondant et infini. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des territoires qui souffrent. Bon, est-ce que l'accès à la ressource en eau coûte très cher dans un certain nombre d'endroits, beaucoup moins cher dans d'autres? Est-ce qu'il peut y avoir une convergence? Il y a aussi des infrastructures que des intercommunalités parfois, ou de petites intercommunalités ne peuvent pas mettre en place. Peut-être que le département peut le faire. Enfin, il y a quand même une forme de... Je ne dirais pas que c'est une roue de secours, parce que c'est plus que ça, mais je pense que la vision départementale là-dedans, qui est une vision qui ne s'impose pas systématiquement aux élus intercommunaux, mais peut-être extrêmement utile. Quant aux agences de l'eau, elles ont un périmètre géographique bien plus large. Souvent bien plus large qu'un département. Enfin, il n'y a pas une agence de l'eau par département, bien plus large. Et elles sont responsables du grand cycle de l'eau. Et donc, je pense qu'elles ont encore une utilité. Alors, c'est vrai qu'elles sont compliquées à comprendre, que les comités de bassin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Bon, mais nous n'avons pas, évidemment, nous n'avons pas prôné la disparition des agences de l'eau, parce que je pense qu'elles ont une utilité. Sur la différenciation, je l'ai déjà évoqué, les collectivités, elles peuvent... les collectivités, elles peuvent fusionner si elles veulent. Vous l'avez fait en Alsace. Vous avez créé une collectivité européenne d'Alsace. Bon, c'est elle qui porte l'identité alsacienne. C'était voulu pour cela. Le débat sur la région, j'ai ma propre idée là-dessus. J'en ai parlé avec le président de la République à plusieurs reprises. Il est allé à Strasbourg, il a tranché au niveau du président de la République, tranché ce débat en disant on n'ira pas vers la création d'une région Alsace. Ça a suscité de l'émotion chez certains, de la satisfaction chez d'autres, mais moi, mon rapport, il est rendu au président de la République. Que je colle à ce que dit sur un sujet qui me concerne au président ne vous semblera pas très étonnant là-dessus, puisque je lui avais proposé 2 solutions, il en a pris une des 2. Bon, c'est son choix. Il est président de la République et pas moi. Moi, je pense que c'était important. Maintenant, le débat sur l'identité alsacienne, le fait que moi je pense que il y a eu une erreur au départ. Voilà. Il y a eu une erreur où je ne sais pourquoi. Enfin, en tout cas, on a créé la Bretagne, on n'a pas créé l'Alsace. Bon, il fallait. Françoise Gatel est contente là-dessus. Elle trouve que c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de points qui peuvent être regardés dans cette discussion entre les 2 présidents et entre le président Bierry et le président de la région Grand Est et le préfet. On cite les lycées, on cite d'autres choses, on cite qui sont constitutifs de l'identité. Mais il faut aussi que la communauté, que la collectivité européenne d'Alsace utilise à plein tous les pouvoirs qui lui ont été donnés. C'est très important. Et qu'elle ne s'affaiblisse pas en revendiquant systématiquement, à un moment donné, si l'État est prêt à le faire et si les assemblées sont prêtes à en débattre. Mais sinon, en fait, vous affaiblissez d'une certaine manière
manière aussi la qualité de ce que vous avez fait, c'est-à-dire la fusion des 2 départements, Bas-Rhin et Haut-Rhin, qui sont réellement très constitutifs de l'identité et de l'histoire alsacienne. Moi, je ne suis pas allé plus loin parce que le président avait indiqué sa propre option là-dessus. Est-ce que j'aurais une assurance, plusieurs me l'ont demandé, le fait que est-ce que ce rapport, est-ce que j'ai derrière une assurance pour qu'il soit mis en œuvre? Non, j'en ai aucune. C'est parce que, par principe, le rapport n'est pas un projet de loi. Le rapport, il est fait pour nourrir ce que seront des projets de loi faisant évoluer la décentralisation, non pas d'une manière anecdotique, mais d'une manière approfondie. Donc, il est soumis à la concertation. Dans cette concertation, les sujets qu'on a évoqués, ils reviendront. Et c'est tant mieux que le rapport suscite des débats, c'est fait pour ça. Et c'est fait pour qu'à un moment donné, les parlementaires, l'État décident de déposer, ça ne peut pas être qu'un seul projet, enfin, vous l'imaginez parfaitement bien, un projet couvrant tous ces sujets, il y en a pour un certain temps, c'est le moins qu'on puisse dire, et une capacité d'amendement quasiment infinie. Donc nous avons besoin de scinder par grands blocs de compétences, que ce soit sur les compétences, que ce soit sur le financier, il y a du constitutionnel là-dedans, je l'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Sur le statut, ça peut prendre la forme de proposition de loi, ça peut prendre la forme d'un projet de loi constitutionnel, ça doit prendre la forme d'un PLF. La gouvernance nécessite une modification de la LOLF. Enfin bon, il y a plein de sujets de cette nature. Mais déjà, mettons-nous d'accord sur ce qu'on veut faire. Quant au calendrier, il y a un calendrier fondamental. Si jamais il y a une modification de la loi électorale, c'est 1 an avant. Et si ça touche les élections municipales, il faut évidemment à ce moment-là que ce soit 1 an avant. C'est le seul élément de calendrier que l'on peut citer. Vous avez évoqué la DGF, le sénateur Marc. Elle est... Déjà, DGF et clarté, ça ne marche pas ensemble. Personne n'y comprend rien. Vous avez raison. Et ça montre un esprit sain. Bon, il y a, je ne sais pas, il y a 18 dotations différentes qui composent la DGF, avec des critères différents. Tout ça est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de références au passé. Il y a des impôts qui ont été supprimés il y a longtemps, que la DGF venait compenser, etc., etc., etc. La remise à plat avait été demandée à André Léniel. Il n'a pas souhaité, c'est son droit, le faire. Donc on a émis des hypothèses de DGF, sachant qu'il y a pour les départements une dotation de solidarité, donc il faut en tenir compte. Voilà, je vous laisse vous référer au rapport, puisqu'il y a deux grands critères, qui sont le potentiel financier, donc au sens large du terme, et puis tout ce qui concerne au fond l'espace, le patrimoine, enfin tout ce qui concerne au fond pour des collectivités une sorte de coût, mais de coût d'intérêt national. On supporte, on accepte de ne pas construire, on entretient un patrimoine rural, on entretient un patrimoine historique, enfin, tout ce qui fait au fond l'identité de la France a évidemment un coût et ça doit devoir être aidé, ça ne peut pas être uniquement pris en charge par la collectivité elle-même. Quant aux élections municipales, oui, on dit moins 100 000 élus, mais ce n'est pas pour réduire la puissance de frappe. On peut décider de faire moins 50 ou rien du tout. Si on considère, moi j'avais beaucoup de conseillers municipaux, je trouvais, pour la taille de ma commune, la question elle n'est pas tellement là. La question elle est de se demander quel est le bon niveau, le bon nombre de conseillers. Beaucoup de maires, et pas des moindres, considèrent qu'ils pourraient être un peu moins nombreux, mais avec une équipe, ce qui compte c'est ceux qui font. Et ce qui compte, c'est le bloc notamment d'adjoints et de conseillers délégués. C'est là-dessus qu'un maire, quand même, s'appuie d'abord. Et évidemment, nous ne réduisons pas ni le nombre d'adjoints. Quant au nombre de conseillers délégués, le Conseil fait ce qu'il souhaite. Mais le débat d'une réduction du nombre d'élus avec des élus plus puissants, j'ai essayé aussi de lutter contre l'anonymisation des élus. Il n'y a rien de pire, parce que dans ce cas-là, c'est un effacement de la responsabilité. Lorsque, au fond, les Français de plus en plus connaissent très très bien leur maire et très très bien leur président de la République. Au milieu,
Au milieu, ça se gâte un peu. C'est vrai que les conseillers généraux, qui sont devenus conseillers départementaux, étaient très illustratifs d'un ancrage rural. Enfin, on voit bien, moi j'ai bien connu ce temps aussi. On voit que l'augmentation de la taille des cantons, etc., a créé plusieurs chefs-lieux, donc c'est moins visible. Les binômes ont un tout petit peu plus compliqué la chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous anonymes, il y en a qui ne sont pas du tout anonymes, mais et quelle que soit la qualité des boulots, hein, je ne dis pas que les gens sont... Mais quelle que soit le travail, c'est compliqué d'être connu. Quant aux députés, les sénateurs ont plus de stabilité, jusqu'à un moment où les élus auront vraiment changé. Mais les députés qui sont en direct sur l'opinion publique, on voit bien qu'on change à 50% l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire que pour être connu, quand vous n'avez pas le droit d'être maire, ça devient assez complexe. Donc et les conseillers régionaux, alors quelle que soit la qualité du conseiller régional, et certains font un travail absolument gigantesque, ils ont un mal fou à émerger. En général, ils sont connus parce qu'ils ont un autre mandat. Et assez peu, et quand on est grand vice-président peut-être. Mais on voit bien, et c'est pas bon. L'anonymisation, elle n'est pas bonne. C'est pas le nombre d'élus qui compte au fond. C'est quand même de savoir aussi comment on peut essayer, comment un citoyen il se reconnaît dans un élu. Rendre vivante la démocratie, c'est s'appuyer sur des êtres vivants et donc connus. Et le conseiller territorial permet d'avoir une sorte d'élu intermédiaire puissant, parce qu'à la fois il est au département et à la région, et donc il y a une forme de puissance, il y a une reconnaissance également par le vote cantonal. On aurait pu se dire que c'est un vote de liste, mais je pense que à ce moment-là, on coupe le lien de territorialisation, et je pense que c'est bien d'essayer de conserver ce lien de territorialisation. Voilà, j'imagine qu'on a beaucoup d'arguments contraires qui peuvent être donnés. Bien sûr, il n'y a pas de vérité, hein, c'est pas blanc et noir, mais j'y crois très fermement. Sur le social, j'y suis déjà venu. Sur les citoyens, j'en ai parlé, l'eau et l'assainissement aussi. Sur les suites du rapport, je pense que d'abord il était commandé par le président de la République. Donc c'est pas tout à fait anodin. Le président a beaucoup suivi l'évolution des travaux, ses équipes aussi. À Matignon, ils ont beaucoup suivi aussi. Donc je pense qu'il y a une intention réelle d'aller amener une pierre supplémentaire, un acte supplémentaire de décentralisation. Mais on veut essayer de le faire dans un consensus, c'est pas possible, mais de le faire en tout cas dans une vision où le citoyen pourra réellement, à un moment donné, admettre que le service public il s'est amélioré d'autant. D'où la nécessité d'avoir une vision de déconcentration à côté. C'est pour ça qu'il y a une partie à la fin dont on ne m'avait pas chargé, hein, mais que j'ai quand même écrite, une partie à la fin qui est le miroir de la décentralisation. Si vous avez des élus en face importants, vous devez avoir un préfet qui a plus de moyens. Vous devez avoir des dotations qui sont sans doute non plus dispersées dans tous les sens, qui ne veulent plus dire grand-chose. Certains peuvent avoir de la DETR et de la DSIL. Il faut y mettre beaucoup plus de simplicité, etc., etc. Donc on joue beaucoup sur cette affaire. Et pourquoi la carence ? Parce que plus vous décentralisez, là il y a plus de décentralisation, plus vous décentralisez, plus à ce moment-là aussi il faut contrôler la décentralisation. Ça ne veut pas dire faire à la place. Mais ça peut dire, à un moment donné, éventuellement dans un État unitaire, considérer que s'il y a une carence, alors il faut vraiment l'objectiver, hein. Il faut vraiment l'objectiver. Mais s'il y a une carence, à ce moment-là, il y a un principe fondamental de la République qui est l'égalité des citoyens dans le service public. Et si cette égalité, elle n'est pas du tout respectée, alors à ce moment-là, le préfet doit pouvoir jouer. Mais on est en France. Avant d'en venir là, il sera passé du temps. Et la collectivité, on lui aura demandé à un moment donné pourquoi elle n'a pas fait. Et il y a peut-être de bonnes raisons. Donc il faut quand même, à un moment donné, il y a un citoyen derrière et il a le droit d'avoir un service public. Donc c'est pas totalement absurde. Quant à Paris, moi je pense que le droit commun n'est jamais une erreur, au fond, parce que ce serait une erreur partout. Qu'il y ait eu à un moment donné dans ces trois métropoles la volonté de procéder autrement, sans doute. Mais là, le fait de dire on va avoir un scrutin plus direct et plus conforme à ce qui se passe dans d'autres collectivités, on a compris. Hein. On a compris que le maire, il n'était pas élu directement, que c'était le conseil municipal qui votait. Non, je vous assure qu'on l'a bien compris. Mais voilà, il y a je pense... ça évite le découpage par arrondissement sur le vote de la mairie centrale, parce que c'est l'expression de l'ensemble des habitants
d'une grande commune, et je pense que quand même la démocratie y gagne. Quant aux arrondissements ou aux secteurs, ça dépend comment ils s'appellent, l'idée n'est pas de les remettre en cause. L'idée c'est que, et donc qu'il y ait bien des listes et qu'il y ait 2 urnes, et les gens comprendront très bien. Je ne vois pas très bien pourquoi ils ne comprendraient pas qu'à un moment donné ils votent dans une urne pour les élus du conseil d'arrondissement, et que de l'autre ils votent pour les élus. Ça peut être il peut y avoir une partie où c'est les mêmes personnes et une vote, voilà. Donc c'est extrêmement simple et tout à fait possible. Enfin, il n'y a pas de démarche politique d'ailleurs, parce que vous-même dites, oui, mais parce que vous avez des pensées que je n'ai pas. Vous dites, mais alors ça aurait, d'ailleurs, votre mode de scrutin, d'ailleurs, ça va conforter la majorité sortante. Bon, vraiment, c'est que dans ce cas-là, si je propose ça, c'est quand même, j'ai vraiment pas d'arrière-pensée politique pour poser un truc pareil. Donc vous verrez, c'est, je pense, une vision plus démocratique des choses. Quant au périphérique, c'est quand même une voirie d'intérêt national, clairement, mais clairement d'intérêt national. Il y a des artères et des veines, les grandes artères, elles sont déjà nationales. Je vous parle de Paris, le périphérique de Paris. Mais pourquoi vous parlez toujours des autres? On parle de Paris. On parle de Paris. Non, mais là, c'est pas du droit commun. Le périphérique, c'est pas du droit commun. Donc il y a une volonté qui est de dire, il y a des artères qui sont des artères nationales. Il y a d'ailleurs des communes à côté qui ne sont pas Paris. Il y a plein de branchements sur le périphérique qui ne viennent pas de Paris. Je ne sais pas comment vous en discutez avec les communes qui sont autour de vous, mais sans doute vous en discutez beaucoup et vous partagez les mêmes politiques, j'imagine, avec toutes les communes qui ont une voirie qui mène au périphérique. Quant je crois que j'ai fait à peu près le tour. Le rapport Ravignon est un rapport qui a été commandé pour venir j'en étais d'accord. J'avais été interrogé très longtemps au préalable pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de vision financière des choses. Car je ne voulais pas aborder le sujet de la décentralisation par le prisme financier. Je me souvenais de Cahors, je me souvenais d'un certain nombre de sujets. Je ne peux pas dire que je veux essayer d'améliorer la confiance et commencer par un truc dans lequel les élus n'ont pas confiance du tout. Bon, mais ça ne veut pas dire non plus que je n'ai pas une vision des collectivités locales et de leur concours à la maîtrise des finances publiques. Et je ne pense pas que les propositions qui sont ici sont des propositions inflationnistes. Je ne le pense pas même du tout. Il y a des mécanismes aussi d'ailleurs d'assurance. Il y a ce qu'on appelle un couloir de recettes. Donc ça veut dire que s'il y a vraiment des sur-recettes, elles peuvent être utilisées pour assurer des sous-recettes à venir. Il y a plein de choses comme ça. Et il y a une gouvernance des finances publiques locales qui n'existe pas aujourd'hui et qui se découvre au fur et à mesure des PLF en général. Donc le rapport de Boris Ravignon, d'un rapport qui est là pour essayer de mettre un éclairage financier à côté. Il devait être intégré à notre rapport, mais vous savez qu'il devait le faire avec Catherine Vautrin. Catherine Vautrin n'a pas pu, donc il a démarré tardivement. Bon voilà, mais ça s'est bien terminé. Et donc les conclusions du rapport Ravignon sont aussi importantes. Le chef d'orchestre, c'est maintenant le Premier ministre. Le chef d'orchestre, c'est le Premier ministre qui cheffera l'orchestre de la concertation. Voilà. Et c'est dans les mois qui viennent, mais ça commencera, puisqu'il vous l'a dit aussi, d'ici le mois de juin. Et puis il y aura des travaux qu'il organisera, on y participera évidemment, mais des travaux qu'il organisera autour des propositions de ce rapport. Il n'y a pas... la CLECT, pour répondre au sénateur Genet, moi, je suis d'abord pour les petites communes. Il y a une demande très forte des élus des communes rurales pour qu'il y ait moins d'élus, parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur propre. Et puis, il y a quand même un problème des maires qui s'estiment souvent un peu trop visés, parce que être maire, c'est prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça ne plaît pas toujours aux citoyens. On ne fait pas toujours des choses qui plaisent aux citoyens, parce que l'intérêt général peut déplaire aux intérêts particuliers. Donc il y a une demande qu'il y ait des listes au premier habitant, qu'on puisse réduire le nombre de conseillers, au moins dans les communes de moins de 1000. On le fait au-delà, mais dans les communes de moins de 1000 me semble extrêmement important. Quant à l'attribution de compensation,
qui peut dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a plein de sujets, il y a plein d'endroits où il y a évidemment des problèmes liés. Donc d'abord, il faut une unanimité, on passe aux 2 tiers, donc on laisse un peu plus de souplesse, mais ça laisse une forte majorité pour qu'on rediscute entre hommes et femmes responsables. On demande à ce qu'on ne fasse pas plus de 100% de compensation des charges, parce que c'est un sujet à ce moment-là qui n'est plus des attributions de compensation, qui est une forme de péréquation, donc là c'est différent. Et puis, on cite un magistrat de l'ordre financier, on emploie le conditionnel. On emploie le conditionnel. Si les élus souhaitent que ce soit les élus, parfois on souhaite que ce soit quelqu'un de l'extérieur. On dit la même chose pour Métropole du Grand Paris, EPT, EPCI. On dit, au fond, peut-être que la cartographie des établissements publics territoriaux doivent être revue si jamais on décidait que ce soit des collectivités de droit commun d'intercommunalité. Peut-être faut-il en profiter pour regarder si cette cartographie, elle est judicieuse ou pas. Je n'en sais rien. Il faut y vivre pour le savoir. Et donc on confie au préfet de région le soin comme ils le font dans les cadres des CDCI, de coordonner cela, parce que dès qu'un élu va piloter ça, on va considérer qu'il va mettre en avant son propre territoire par rapport à un autre. Enfin voilà, ça va faire. Mais après, tout ça sera soumis à concertation si on veut changer les règles, ou j'en changerai les règles. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cet échange très, très riche. Merci, Monsieur le Ministre. Il m'appartient de clôture. Je voulais vraiment vous remercier très sincèrement de l'échange que nous avons eu, remercier les collègues de l'intérêt qu'ils portent à vos travaux, remercier le président Buffet et juste dire quelques mots. Vous avez le grand mérite de ne pas promettre un grand soir. Parce que nous disons souvent au Sénat que les grands soirs sont souvent suivis de matins avec une sorte de gueule de bois, voilà. Voilà, et on a vécu des choses. Donc votre rapport, il est technique, effectivement, parce que je pense qu'on ne peut que rentrer dans la technique et que si on reste superficiel, on est assez décevant. Moi, je pense que vous avez des propositions extrêmement intéressantes. Alors, elles méritent de provoquer le débat, de nous obliger à réfléchir, à échanger. J'ai trouvé extrêmement intéressant la contribution que vous faites sur le volet des finances, c'est-à-dire la prévisibilité, la cohérence des finances et de la compétence, et que le fait que la DGF, qui est ni plus ni moins qu'un énorme iceberg que personne ne maîtrise, puisqu'on vient corriger des choses qu'on a portées pour changer ce qui existe avant, enfin... Voilà, et je pense qu'on partage au moins ce souci, Monsieur le Ministre, que notre objectif, c'est bien l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, et vous avez mis le maire au premier mètre. Et ici, nous apprécions cela. Moi, je souhaite, comme tous les collègues, que nous puissions avancer d'une manière qui soit efficace, avec un calendrier qui va être rythmé par certaines échéances, vous l'avez dit, notamment sur les scrutins, et que nous avons une dernière contribution du Sénat, Monsieur le Ministre, que nous avons évalué avec notre collègue Max Brisson à la délégation, la mise en œuvre du dispositif d'expérimentation de différenciation dans 3DS. C'est extrêmement intéressant, c'est très bref. Donc certains l'ont demandé, certaines collectivités, et aujourd'hui il n'y a pas de réponse. Donc ce que la loi a permis, vous avez raison, c'est dans 3DS, ça n'est pas mis en œuvre aujourd'hui. Donc je serai très heureuse de vous offrir ce rapport que vous connaissez bien. Et voilà, je pense qu'on a des clés, il faut avancer maintenant. Merci beaucoup, en tout cas, Eric.